cadre de nos rencontres sur la décolonisation et les mouvements indépendantistes à travers le monde, l'actualité cette semaine nous a bien servi. J'ai donc pensé qu'il était opportun de se rappeler à grands traits l'histoire du peuple kosovar, puisque le Kosovo est devenu cette semaine le 194e pays du monde. C'est bien à souhaiter. Et en devenant le 194e pays du monde, eh bien, le Kosovo nous permet de revenir sur les points essentiels de l'indépendance d'un peuple. Et je pense que ce qui se passe actuellement à Pristina, c'est le nom de la capitale, eh bien, ce qui se passe à Pristina nous montre bien ce qu'il advient lorsqu'un peuple décide de déclarer son indépendance. On voit là qu'il y a deux éléments dans l'indépendance. Il y a un aspect interne puis un aspect externe. L'aspect interne, ben, c'est la déclaration comme telle. Elle peut être comme hier, une déclaration et un vote de l'Assemblée nationale, précédé ou pas d'un référendum. Ce n'est pas une nécessité. Il y a donc un aspect interne. Un peuple, par la voix de son Parlement, décrète son indépendance. C'est le premier moment. Le deuxième, eh bien là, c'est tout l'aspect de la reconnaissance internationale. Le Kosovo est indépendant depuis hier, formellement. Il pourra exercer son indépendance, cependant, dès qu'un autre pays va le reconnaître. Bien sûr, c'est à souhaiter qu'il y en ait 15, 20, 50, 80, 90 qui le fassent, mais il en faut un premier. Et dès l'instant qu'un autre pays le reconnaît, on peut dire que le nouveau pays arrive comme membre de la communauté internationale, puisqu'il est reconnu par un de ses pairs. Et là, je sais que cet après-midi, d'autres pays ont reconnu cette indépendance, ce qui fait que ce soir, l'indépendance du Kosovo est formellement reconnue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un nouveau pays. Je voulais passer une simple remarque que j'ai entendue à la radio. Bon, ici, vous savez, il faut rester dans... Il faut appartenir à un peuple comme le nôtre qui n'est pas encore décolonisé pour entendre toutes sortes de stupidités. Hein. J'entendais à la radio hier que on voyait des drapeaux albanais et des drapeaux américains. Le drapeau du Kosovo a été rendu public hier. Les gens ne pouvaient pas en avoir dans la rue. Le drapeau a été rendu public hier. C'est la carte géographique du Kosovo en jaune sur un fond bleu marine avec 6 étoiles de la même couleur, là, jaune doré. Donc les gens portaient le drapeau albanais, puisque c'est comme si nous, un peu, on portait le drapeau français en une certaine mesure. Avant que nous ayons notre drapeau en 1948, le drapeau français était souvent arboré. D'ailleurs, les Acadiens l'ont pris eux-mêmes, ils ont mis une étoile dessus. Pourquoi le drapeau américain? Il faut comprendre une chose, vous savez, nous les Américains, on les critique beaucoup, puis à juste titre, mais George Bush a été le général de Gaulle du Kosovo. Il est allé l'an dernier, puis il leur a dit, vive le Kosovo libre, vous devez avoir votre indépendance, nous vous appuyons, puis ce n'est pas parce que les Russes ne veulent pas que vous soyez indépendants que nous sommes dans le même genre, donc nous appuyons votre indépendance, vive le Kosovo libre. Bon, quels que soient les défauts de M. Bush et des Américains, il faut comprendre, le seul chef d'État étranger qui a reconnu cette indépendance avant même qu'elle se réalise, ce sont les États-Unis et le président M. Bush. Donc, deux moments dans la réalisation de l'indépendance, l'acte lui-même qui est à l'interne et surtout la communauté internationale. Là, on le voit, là, la Russie ne veut pas de cette indépendance. La Russie pourrait même empêcher le Kosovo d'appartenir à l'ONU.
puisque pour adhérer à l'ONU, il faut l'assentiment du Conseil de sécurité, et il y a 4 membres au Conseil de sécurité qui ont un droit de veto, et la Russie en a un. La Russie, la France, l'Angleterre et la Chine. Donc la Russie pourrait, les États-Unis, 5, pourrait par sa seule opposition empêcher le Kosovo de prendre place au sein du concert des nations, tout au moins dans l'ONU. Mais l'Assemblée générale pourrait en décider autrement, ça pourrait avoir quand même certaines reconnaissances. Mais dès aujourd'hui, on constate que le Kosovo est reconnu par d'autres pays. Puis, en étant reconnu, ces autres pays-là qui le reconnaissent établissent avec le nouveau pays des rapports diplomatiques. Ça veut dire que dans les prochains jours, chacun des pays qui l'a reconnu aujourd'hui ouvrira une ambassade à Pristina et vice-versa. Qu'est-ce que la Russie pourra faire? Qu'est-ce que la Serbie va faire? Qu'est-ce que le Canada va faire? Parce qu'on a beau crier sur tous les toits que l'arrivée du Kosovo dans le concert des nations ne crée pas de précédent, on a beau le dire, c'en est un précédent quand même si on dit que c'en est pas un. Naturellement, le Canada a certaines hésitations. M. Dion a beau se lancer et de dire qu'il n'y a aucune comparaison avec le Québec. Chaque cas d'espèce est particulier, bien sûr. Mais le Canada est dans une position très délicate. Parce que l'indépendance du Kosovo, il y a des Québécois, je ne parle pas des indépendantistes convaincus déjà, mais il y a des Québécois, par effet d'entraînement, qui vont au moins se rendre compte que des indépendances, ça se fait. Ça se fait en 2008. Donc, ça se fait encore. C'est quelque chose de faisable. Et que les Américains l'ont reconnu. Que la France également, là, je ne sais pas, au plan formel, on n'a jamais les dernières nouvelles, parce que tout se précipite, mais la moitié des pays de l'Europe vont reconnaître le Kosovo, et bien d'autres pays un peu partout sur la Terre. Donc le Canada, il peut être hésitant. Et l'Espagne a bien raison d'insister pour dire qu'il ne doit pas y avoir de précédent. L'Espagne est coincée avec la Catalogne, le Pays basque, l'Angleterre elle-même avec une partie de l'Irlande, l'Écosse, peut-être le Pays de Galles. Ce n'est pas simple. La Belgique avec la Flandre qui veut faire son indépendance, c'est pas simple. La France où il y a les Corses, les Bretons, les Basques, mais la France n'a pas l'air de trop s'en faire. Pourtant, la France a été longtemps une alliée de la Serbie. Ça explique beaucoup de choses, là. Si la Serbie existe comme pays indépendant, c'est à cause de la France et de la Russie, qui en 1912 vont avoir posé les gestes qui s'imposent pour que le royaume de Serbie advienne, puis une certaine reconnaissance internationale. Donc, il y a une amitié historique entre la Serbie et la France, ainsi qu'avec la Russie, bien sûr. Donc, cela joue également. Vous savez, chaque pays, et moi sur Internet hier, j'ai eu de vives discussions avec les Français, puis ainsi de suite, nous, on a le droit de voir l'indépendance du Kosovo au travers nos yeux de Québécois. Chaque pays a le droit, et non seulement le droit, mais a le devoir de protéger ses propres intérêts avec tout ce qui arrive, et c'est entendu que les intérêts des Québécois ne sont pas les mêmes que les intérêts des Russes ou les intérêts des Espagnols dans cette question-là. Nous avons tout intérêt à ce que le Kosovo devienne un pays et qu'il adhère à la communauté internationale, puisque nous espérons aller les rejoindre bientôt. Donc on va tenter ce soir de nous pencher sur cette histoire du Kosovo, qui est une histoire qui n'est pas simple. On l'a vu jusqu'à maintenant avec la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, les États-Unis. C'est toujours compliqué, les histoires des peuples. Ce n'est jamais aussi simple qu'on ne le souhaiterait.
Cependant, avec le cas du Kosovo, on va se rendre compte à quel point une situation peut être fort complexe. C'est un pays et un peuple qui ont connu des moments particulièrement difficiles. Donc le Kosovo appartient à cette région de l'Europe qu'on appelle les Balkans. La péninsule balkanique ou les Balkans, dans lequel on retrouve aujourd'hui la Serbie, la Croatie, la Slovénie, le Monténégro, le Kosovo, bien sûr, puis il m'en manque un là. Il va me revenir en cours de soirée. Donc, les pays balkaniques sont des pays qui sont peuplés depuis 20 siècles avant Jésus-Christ. Vous savez, donc nous aussi, sans doute que l'Amérique du Nord était peuplée 20 siècles avant Jésus-Christ, mais on ne se base sur rien. On l'estime, on l'affirme, alors que là-bas, ils peuvent le démontrer. Cette région du monde était habitée parce que nous appelions les Illyriens, I-2-L-Y-R-I-N-E-S, les Illyriens. Et ces peuplades ont été peu à peu remplacées par des peuplades slaves, comme les Dalmates, les Dardaniens, tous des noms qui nous disent à peu près rien, sinon la Dalmatie, qui doit quand même éveiller quelques échos chez ceux d'entre nous qui ont fait des cours d'antiquité grecque autrefois. Donc les Dalmatiens, les Talandes également. Donc ce sont des peuplades slaves qui petit à petit vont s'installer sur ce territoire. À quel moment? Écoutez, c'est au croisement de l'âge de bronze puis de l'âge de fer. Donc ce n'est vraiment pas d'aujourd'hui que ces terres balkaniques sont occupées. Et les Slaves vont s'installer petit à petit. Ces territoires vont se christianiser, comme on l'a vu pour la Finlande, la Suède. Petit à petit, ils vont se christianiser, mais ça va devenir très rapidement des terres orthodoxes. Le grand patron là-bas, c'est Saint Sava, S-A-V-A, et donc les Balkans vont devenir une terre orthodoxe, contrairement, disons, à la France, ou à l'Italie, bien sûr, ou l'Espagne, qui seront des terres catholiques. Les Balkans seront des terres orthodoxes. Et dès le XIe siècle, il y aura, en plein cœur du Kosovo, l'archevêché de Pec, P-E-C. Et autour de cet archevêché orthodoxe vont se construire des églises, des cathédrales, des monastères, des sanctuaires, tout ça orthodoxe, et c'est pourquoi les Serbes considèrent le Kosovo comme le berceau de la Serbie. En fait, c'est là que c'est parti de là. On va voir par la suite que très rapidement, ça va se déserbiser, si on peut dire, mais historiquement parlant, c'est le berceau de la Serbie. Comme le berceau de la francophonie, c'est pas Québec en Amérique du Nord, c'est l'Acadie. Si on voulait tenter de faire un parallèle historique, là, la francophonie en Amérique du Nord n'est pas née à Québec en 1608. Elle est née en Acadie en 1604. Donc, l'Acadie a précédé le Québec, si on peut dire. Mais autant le berceau de Québec est devenu le foyer de la francophonie, le véritable berceau de la francophonie en Amérique du Nord, qui est l'Acadie, n'est pas devenu le foyer de la francophonie, puisque rapidement, dès 1713, ça va passer du côté anglophone. Je donne l'exemple uniquement pour vous démontrer que le berceau n'est pas nécessairement ce qui va demeurer le cœur, si on veut, d'un État, d'un peuple, d'une nation, ou même d'un continent. Donc, le Kosovo, et c'est pourquoi les Serbes y sont tant attachés, les Serbes considèrent que ça leur appartient. Parce qu'ils sont nés là. La culture serbe, la nation serbe a connu son plus grand essor à partir du Kosovo au XIIe siècle, puis au XIe siècle. Cependant,
Et là, la communauté serbe va développer une identité au cœur de laquelle on trouve le Kosovo. Mais 2 siècles après, ça va disparaître. C'est-à-dire qu'en 1389, pour être plus exact, lors de la bataille du champ, CHOMP, du champ des Merles, que les Serbes appellent la bataille de Polje, Polje, donc lors de la bataille du champ des Merles, les Ottomans vont battre les Serbes. Donc en 1389, et de 1389 jusqu'à 1912, ce qu'on appelle aujourd'hui le Kosovo sera une possession turque ottomane, islamiste, musulmane, pendant plus de 6 siècles. Mais au début, il y avait quand même des Serbes qui étaient là, ou des habitants du Kosovo marqués par la culture serbe, mais petit à petit, la grande porte qu'on appelle les sultans, et ainsi de suite, vont 2 choses. Ils vont albaniser et musulmaniser les territoires. Ils vont les assimiler. Un peu en quelque sorte comme les Anglais ont fait dans l'Ouest canadien, en Acadie, en Nouvelle-Angleterre. Ici, ils n'ont pas encore réussi. Un peu, ils n'ont pas encore réussi complètement. Ça s'en vient, c'est en cours de route, mais ce n'est pas réussi. Et ils vont envoyer des populations ici, bien sûr, pas ici, mais au Kosovo. Ils vont albaniser ce qu'on appellera le Kosovo, cette province de Serbes. Ils vont l'albaniser petit à petit, au cours du 15e siècle, puis du 16e, puis du 17e. Puis à partir du 18e, ça va être vraiment accéléré comme processus. Ils vont envoyer des milliers de personnes. Puis les bourgeois serbes vont s'albaniser, vont en prendre l'albanais, un peu comme les bourgeois flamands en Belgique, vont se franciser, vont en prendre le français, et à tel point que rendu au début, puis au milieu, puis à la fin du 19e siècle, le flamand aura presque disparu de Flandre en Belgique, tout aura été francisé. Eh bien, c'est la même chose au Kosovo. Les riches serbes vont s'albaniser, puis ils vont se convertir du christianisme à l'islam. Donc, la population va changer sa culture, va changer son identité. Mais sur 6 siècles, nous n'avons même pas idée de ce que ça peut vouloir dire, 6 siècles. Historiquement parlant, nous n'existons que depuis 4 siècles. Donc, on ne peut pas savoir 6 siècles, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. On n'a jamais connu ça. Donc, jusqu'en 1912, c'est le régime ottoman. Puis là, quand va arriver 1912, puis la Première Guerre mondiale, les choses vont un peu changer. Ça va changer à tel point que grâce à des pressions de la Russie et de la France, va apparaître le royaume de Serbie, qu'on appellera la Grande Serbie, qui va être allié de la France longtemps, et qui l'est encore de la Russie d'ailleurs. Et on va accorder à la Grande Serbie, parce que n'oubliez pas que la Turquie, pendant la Première Guerre mondiale, ne fera pas partie des Alliés, sera contre les Alliés, sera du côté de l'Allemagne. Donc, quand arrivera la fin de la guerre, et ainsi de suite, chaude des détails, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc reconnaître ce nouveau royaume, qu'on finira par appeler le royaume de Yougoslavie. Yougos, ça veut dire sud en serbe, puis Slavie, mais les pays slaves. Donc, ce sont les Slaves du sud, les Yougoslaves, à comparer aux Slaves du nord, que pourraient être les Russes, par exemple, les Ukrainiens, les Roumains, les Hongrois, les Bulgares. Il y a donc des Slaves du sud. On va constituer un royaume, un grand royaume d'ailleurs, qu'on appellera la Grande Serbie.
Le Kosovo va appartenir à cette grande Serbie, comme la Slovénie, comme la Macédoine, comme d'autres, oui, la Bosnie-Herzégovine, j'en cherche un autre, le Vojvodine, il y en a des noms là-bas. Et toujours est-il que de 1918 à 1941, on assiste donc à une espèce de serbisation, si on peut dire. Les Serbes ont une langue différente des Albanais, des gens du Kosovo. Ils parlent une langue qu'on appelle aujourd'hui le serbo-croate. Le croate parle du serbo-croate, mais dans un caractère différent des Serbes. C'est toute une histoire, ça. C'est pour ça quand on parle de la balkanisation, on a vu un mot qu'on appelait la finlandisation, mais la bal, qui est une espèce d'inféodation à notre plus gros voisin, c'est ça que ça veut dire la finlandisation. La balkanisation, c'est l'éclatement. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit qu'il va y avoir une balkanisation, c'est qu'il va y avoir un éclatement, puis c'est souvent arrivé dans ces territoires-là. C'est pour ça qu'on ne sait pas vraiment ce qui arrivera dans les prochains mois, les prochaines années. Est-ce que les Serbes du Kosovo vont faire partition? Est-ce qu'ils vont se détacher du Kosovo pour se rattacher à la Serbie? On verra. Donc, de 1912 à 1941, le royaume de Serbie va s'installer, puis il y aura des tentatives de serbisation, de christianisation du Kosovo, qui ne réussiront pas d'ailleurs, comme on en le voit le résultat aujourd'hui. 90% des habitants du Kosovo sont albanophones et musulmans. Il y a un 5% de Serbes, puis l'autre 5%, c'est un mélange là, de différentes ethnies. Hitler, naturellement, avait des vues sur ces territoires-là. Puis, il a voulu s'en servir pour envahir la Grèce. Donc, Hitler va occuper ces terrains-là. Il va même reconnaître l'indépendance de la Croatie. Le peuple croate a été très près des Allemands d'Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Serbes, non. Les Serbes ont combattu Hitler. C'est pour ça qu'en France, on a encore aujourd'hui une grande sympathie pour les Serbes. Parce qu'ils vont dire qu'ils ont combattu Hitler, ce que les Croates n'ont pas fait. Les gens du Kosovo, sur le plan ethnique et linguistique, ce sont des quasi-albanais. Et l'Albanie est sous le contrôle de l'Italie à ce moment-là. Même ici à Montréal, je pense à Villemort notamment, un coin que je connais mieux, dans le sud-ouest de Montréal, il y a beaucoup des gens qui sont là qu'on appelle des Italiens, qui dans les faits sont des Albanais. Parce que l'Italie a occupé l'Albanie pendant fort longtemps durant la Deuxième Guerre mondiale. Et le Kosovo est tombé pratiquement sous le contrôle de l'Italie durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors que la Serbie combattait Hitler, puis là les Russes, vous le savez, si ma mémoire est bonne, ils vont perdre 12 millions d'hommes à la Deuxième Guerre mondiale. C'est Staline le grand perdant. Là. Ce sont les Russes qui, en termes de vie humaine, auront contribué le plus à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, sous le contrôle de l'Italie, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, et là, parmi les Slaves du Sud, il y a un chef qui va se lever, puis qui va s'opposer aux nazis, c'est celui qui deviendra le maréchal Tito, qui est un communiste, puis qui va réunir dans une fédération communiste les Slaves du Sud, les Serbes, les Croates, les Slovènes, les Macédoniens, les Kosovars, puis il va fédérer des républiques. Vous savez, la Yougoslavie, à l'intérieur du monde communiste, c'était
une région très particulière. Il ne reconnaissait pas l'autorité de Moscou. La Yougoslavie était un pays communiste, mais très indépendant de l'URSS, alors que le voisin immédiat, qui est l'Albanie, avec celui que, ici à Montréal, on voyait dans les locaux des communistes sur Hammer, les grandes photos d'Enver Hoxha, comme étant le grand maître. Je ne me trompe pas, il y a même des chefs actuels du mouvement indépendantiste qui le vénéraient comme si c'était un dieu vivant. Et du côté yougoslave, il y avait donc une critique de Staline, une critique de l'Union soviétique, parce que Tito, lui, reconnaissait l'égalité des peuples de la Yougoslavie. Puis il a accordé un statut très particulier au Kosovo, qui n'était pas une république pour lui, mais qui était une région autonome, très autonome, une quasi-république. Il pouvait faire à peu près ce qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'au Kosovo, Tito n'est pas considéré là, comme un mauvais homme. La Yougoslavie de l'après-Deuxième Guerre mondiale le reconnaissait plus de droits que les Serbes ne l'avaient fait. Les Serbes ont vraiment, il y a eu ça changeait selon les rois, là, mais il y a eu quelques rois serbes, quelques rois de la Serbie qui ont été épouvantables avec le Kosovo, qui ont tout fait pour leur faire oublier. Ils ont interdit leur langue, interdit leur religion, ils ont tout fait pour les assimiler. Vous savez, ce qu'on a vécu au Canada français n'est pas quelque chose d'unique, hein? C'est-à-dire que plus on regarde l'histoire du monde, plus on se rend compte que dans de multiples endroits, les impérialistes, quels qu'ils soient, sombrent souvent dans la tentation d'assimiler les autres, d'assimiler les populations qui sont sous leur domination, qui leur sont assujetties. Donc, les gens du Kosovo ont une haine historique face aux Serbes. Ça s'explique bien, vous savez. Et j'ai presque envie de dire vice-versa, là. Ce sont des gens qui ne s'entendent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, on l'a vu dans la nuit d'hier, du côté de la Serbie, il y a eu de vives protestations, et je ne serais pas surpris dans les prochains jours que l'on assiste à des, à des manifestations de violence. Un peu partout dans les Balkans, parce que cette indépendance de la Kosovo pourrait être suivie d'autres indépendances. C'est ce que la Russie craint le plus. Il y en a deux qui l'ont demandé depuis hier, là. On appelle l'Ossétie, puis une autre dont j'oublie le nom. Mais l'Ossétie, la Tchétchénie, bien sûr. Mais c'est entendu que l'arrivée d'un nouveau pays, notamment dans ce coin-là du monde, ne peut pas faire autrement qu'avoir pour conséquence la renaissance de virilité indépendantiste. Je crois même que les Américains le souhaitent. Oui, pour les affaiblir d'abord. L'affaiblir. Vous savez, depuis que l'Union soviétique est tombée, il y a bien des anciens pays de l'Union soviétique qui sont devenus des alliés de Washington et des alliés actifs au point de permettre l'installation de bases militaires, d'expériences, non pas nucléaires, mais militaires tout au moins, et cela embête énormément non seulement Moscou, mais certains autres pays. Les Américains sont chanceux, sont heureux que ce soit Nicolas Sarkozy qui soit président de la France. C'était le général de Gaulle, il réagirait sûrement pas de la même façon. Alors que là, vous savez, c'est des ententes qu'ils ont entre eux. Il semble bien que l'Angleterre ait également donné son accord, la Grande-Bretagne, ce qui n'est pas une mince affaire, là. La Grande-Bretagne est aux prises avec des mouvements, en tout cas des aspirations indépendantistes ou tout au moins autonomistes à l'intérieur même de ses frontières. L'Écosse n'aura pas besoin d'un grand coup de pouce, puis l'Irlande du Nord.
Donc, vous savez, les intérêts des États ne sont pas les mêmes. Hein? Et c'est pour ça, nous, ici au Québec, surtout dans le dossier du Kosovo, nous devons apprendre à faire prévaloir nos propres intérêts. Puis, ils sont importants, nos intérêts. Nous assistons actuellement à l'arrivée d'un nouveau pays sur une déclaration unilatérale d'indépendance. Il n'y a pas eu de référendum la semaine dernière. Le premier ministre qui est là, nous y reviendrons un petit peu tout à l'heure, le premier ministre qui est là, aux dernières élections, son parti a eu 35% du vote. Les Américains reconnaissent ça, là. 35% du vote. Puis il déclare l'indépendance avec la bénédiction américaine. Donc, pour nous, les Québécois, même si nous... Parce que vous savez, le grand débat, et on le voit depuis que le Parti québécois remonte la pente, parce qu'avec Mme Marois, il faut reconnaître que le Parti québécois a remonté la pente depuis quelques mois. Il y a quelques mois, on ne parlait même pas du Parti québécois d'André Boisclair comme étant, comme étant l'objet d'un enjeu quel qu'il soit. Et depuis que Mme Marois est là, il y a un intérêt, les sondages, même M. Dimon reconnaissait hier à la télévision que son parti n'avait pas, rencontré les attentes que la population avait à son égard. Donc, Pauline Marois a réussi quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire de remettre le Parti québécois à l'ordre du jour politique, et l'arrivée du nouveau parti, qui est le Parti indépendantiste, avec son discours un peu plus explicite, si on peut dire, puis Mme Marois avec ses déclarations sur la langue, eh bien, ce qui préoccupe l'opinion publique, tout au moins dans les médias, ce sont des éléments du discours des souverainistes actuellement. Ce sont les souverainistes qui contrôlent l'agenda médiatique, si on peut dire. On ne sait pas jusqu'où tout cela nous conduira, mais c'est sûr que l'arrivée du Parti indépendantiste pousse dans le dos du Parti québécois. En fait, ça ne peut pas être mauvais. Hein? Quand nous sommes indépendantistes, on ne peut pas s'attrister du fait que nos grands partis se sentent un peu tassés, si ça les oblige à être plus précis, à être meilleurs, d'être plus audacieux. Cela ne peut que servir la cause d'indépendance. Le plus important, c'est de s'entendre lors d'une coalition électorale pour ne pas diviser les voix indépendantistes. Il faudrait trouver le moyen de les additionner. Et notre classe politicienne est assez intelligente, assez habile et assez capable de bien des sacrifices pour trouver une façon de faire en sorte que les voix ne se divisent pas, mais qu'ils s'additionnent. C'est à eux de trouver la solution à ça. Nous avons nos votes, nous les apportons, que s'entendre pour faire en sorte que ça sauve la cause, que ça aide la cause de l'indépendance et que ça aide à la faire avancer surtout. Mais le précédent que vient de faire le Kosovo n'est pas une petite affaire. Les grandes puissances de la Terre ont annoncé qu'elles reconnaîtraient cette indépendance qui ne s'appuie pas sur un référendum, qui ne s'appuie pas sur un vote du Parlement. Il y en a eu un vote qui est venu à l'unanimité, l'entériné. Mais je l'ai entendu hier en direct par Internet via la France. On avait ça traduit en français en direct. L'indépendance a été déclarée avant qu'elle soit votée. Puis elle a été déclarée par le Premier ministre, M. H-A-F-C-H-I. Hashim Thaçi. J'oubliais pas son nom. Son nom, on peut l'oublier, mais c'est le personnage. Hashim Thaçi. Hashim Thaçi, Premier ministre depuis le mois de décembre, qui est un chef terroriste, comme si c'était le chef du FLQ, pas rien là ce qu'on vous dit,
qui a fondé l'armée de libération du Kosovo, qui était condamné à 22 ans de prison par la Serbie, qui s'est réfugié en Suisse, qui est un ami des Américains et qui était le chef négociateur lors d'une grande conférence en 1999. Eh bien, M. Hashim Tashi, il n'a pas 40 ans, il va avoir 40 ans au mois d'avril. Sûr de lui, Moi, je l'avais vu à la télévision, il s'est levé, puis il a déclaré l'indépendance. Il ne l'a pas proposé, il l'a déclaré. Ensuite, les parlementaires, les députés, ont pris un vote, puis ils l'ont adopté à l'unanimité. Il n'y a pas eu de référendum la semaine passée. Ce n'est pas une motion de l'Assemblée. Il a déclaré l'indépendance. Il dit aux gens d'en prendre acte. C'est l'indépendance. Il a dit, voici le nouveau drapeau, puis on est indépendant. Il est vrai, cependant, puis j'étais même très ému hier soir quand TVA nous a présenté une entrevue avec une famille kosovare établie à Montréal. D'ailleurs, petite parenthèse, quelques centaines, c'est quand même pas mal, quelques centaines. Ils sont allés dans une gang à Ottawa. Kosovo, ça prend 2 S. Il y a des fautes partout, là. On met un S à la manière anglaise. Le S en 2 voyelles, en français, c'est Kosovo. C'est ça. C'est pas Kosovo, mais Kosovo. Et la façon française de l'écrire, c'est comme ça se prononce. Kosovo avec 2 S. Mais ce n'est pas une faute de le mettre avec seulement un S, là, mais je veux juste préciser, même en France, ils le mettent seulement avec un S. Mais moi, je dis, nos vrais amis français, là, les grands défenseurs de la langue française, m'ont écrit tout de suite pour dire, mettez un 2e S, c'est une erreur. Bon, je suis allé voir dans l'encyclopédie universaliste, effectivement. On dit que c'est une vieille façon de l'écrire. Aujourd'hui, on a fait sauter un S. Mais j'écoutais hier cette famille kosovare installée à Montréal, dont le père et la mère parlaient un français, en tout cas, tout à fait acceptable, puis qu'ils ont dit, ils ont fui, ils ont raconté pourquoi. Puis à un moment donné, ils ont donné, le journaliste interroge leur fils, qui est un jeune homme, je dirais, de 17-18 ans, qui parle avec l'accent du Québec comme nous. Puis j'aurais donc aimé que tout le monde entende ce qu'il a dit. Il a dit, moi, je suis bien content de profiter de cette indépendance, mais il dit, je pense aux générations précédentes. Je pense à ceux qui, c'était des siècles autant, à ceux qui depuis longtemps sont battus pour ça, puis qui ne sont pas là aujourd'hui. Il dit, moi, je vais récolter ce que ces gens-là ont semé. J'ai trouvé ça, il n'y a personne qui soufflait à l'oreille quoi dire, là. J'ai trouvé ça très bien. Et parmi, je vais vous dire tout de suite, il y en a un qu'on appelle le père de la nation. Puis quand je vous en aurai parlé, vous l'avez tous vu 100 fois à la télévision. Il est mort l'an dernier d'un cancer. Il parlait français comme vous et moi. Il s'appelait Ibrahim Rugova. Je vais vous dire pourquoi vous devez vous en rappeler. Parce qu'il avait toujours une écharpe autour du cou, avec des lunettes à la française. Il a fait tout son cours à la Sorbonne, c'est un Kosovar naturellement, mais il a toute sa formation supérieure, académique, universitaire. Il l'a fait à Paris en français. On l'appelle le père de la nation. Il est mort en 2006 d'un cancer du poumon. C'est un diplômé de la Sorbonne. Et lui, il a fondé l'autre partie. Lui, s'est toujours opposé aux armes. C'est un écrivain. Il a fondé la Ligue démocratique du Kosovo. Alors que M. Tassi, qui lui aura réussi, lui, c'était plus un terroriste. Hein? Il s'apprend des armes. Il n'aurait pas pu autrement. Lui, M. Rugova, pourquoi on l'appelle le père de la nation, puis je pense à lui à chaque fois maintenant qu'on parle d'indépendance, il n'a pas vu ça. Mais il n'y aurait pas eu d'indépendance sans cet homme-là. Lui, pour ça qu'on l'appelle le père de la nation, il a mis sur pied un système parallèle. Lui, d'abord, il n'a jamais participé à aucune élection serbe. Jamais il n'a accepté de voter à toute élection serbe. Il a mis sur pied tout un système d'école, de la maternelle à l'université, en kosovar, c'est-à-dire en albanais. Des écoles parallèles. Parce que Milosevic, quand il prend le pouvoir de 1989 à 1999, il ferme toutes les écoles kosovars.
faut que tout le monde apprenne le serbe. Et lui, Ibrahim Rugova, va mettre sur pied un système scolaire parallèle. Il va mettre sur pied un impôt volontaire parallèle auquel tous les Kosovars vont participer. On est loin de ça ici, hein? On en a un, Duplessis l'a fait dans les années 50. Heureusement, c'est vrai. Mais là-bas, ça n'existait pas. Donc, les Kosovars payaient un impôt à la Serbie, et leur chef national, nous allons payer un deuxième impôt, juste pour nous autres. Et tous les Kosovars le payaient. C'est quand même, vous savez, il y a des peuples qui sont plus admirables que d'autres. Le peuple kosovar est un peuple admirable à cet égard-là. Il était plus dans le nord que les autres. Tout à fait. Donc, Ibrahim Rugova, qu'on appelle le père de la nation, qui est mort l'an dernier, mais si vous faites un effort de mémoire, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir vu. Parce que ça fait quand même, écoutez, que la guerre de Milosevic et tout, ça fait 20 ans qu'on voit le Kosovo à la télévision. Il avait toujours son écharpe autour du cou, avec des lunettes à la française. Mais si Milosevic, c'était le Serbe, là, que vous dites qui était chum avec les États-Unis, les Serbes, les États-Unis, ils l'ont emmené en cours. Non, c'est le Kosovo qui est ami avec les États-Unis. Les Serbes étaient amis avec la Russie, puis la France. La France. La France est très près de la Serbie. La France, au début du XXe siècle, c'est le royaume qui va devenir le royaume de la Yougoslavie, va apparaître avec la Serbie, le Kosovo, la Macédoine, le Monténégro, puis ainsi de suite. C'est la France qui fait obtenir ça. Puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Serbie va appuyer les Russes, puis va combattre Hitler, alors que les Croates, puis bien d'autres, vont aider Hitler. Puis que le Kosovo va être dans le sillon de l'Albanie, donc du Duce italien. Vous savez, Mais c'est pas la France. c'est tout un micmac. Mais la France aussi, ils ont appuyé. Oui, parce que, si la France l'appuie, il y a beaucoup de Sarkozy là-dedans, il faut être honnête, parce que vous savez, en France, contrairement à d'autres pays, c'est le président de la République qui décide de la politique étrangère. C'est pas le Parlement, c'est pas le gouvernement, c'est le président de la République. Maréchal Tito, là, il était un dictateur très fort, Alain Hitler et à Staline. Oui, Maréchal Tito. oui. Mais tout en étant indépendant. C'est assez spécial, hein? Tito, c'était le seul communiste qui ne relevait pas de Moscou. Et s'est fait tirer. Non, je pense qu'il est mort de vieillesse, lui. Non, il y en a eu qui se Ah oui? fait tirer. Tito, non, ça c'est la Yougoslavie. Il y a eu la fameuse guerre des transistors. Non, je ne crois pas, Madame Jacinthe. Non, il n'a pas été assassiné, lui. À Sarajevo, il y en a eu d'assassinés dans ce bout-là. La Première Guerre mondiale va partir là. Puis il y a eu aussi, il y a le roi de Yougoslavie qui va être assassiné à Marseille. Ça, c'est en 1934. Tito est mort de sa belle mort. Il était maréchal, bien sûr. Mais lui, il avait mis sur pied. La Yougoslavie était une fédération. Une vraie fédération. C'est-à-dire qu'il y avait la République de Serbie, la République du Monténégro, la République de la Macédoine, la République de la Croatie. République, là. Ensemble, réunis autour de lui. Puis au Kosovo, il va redonner, lui, une autonomie régionale. Officiellement, c'est une province de la Serbie. Elle l'est encore pour la Serbie. C'est une province de la Serbie. Tito va leur donner une certaine autonomie. Votez vos lois, parlez votre langue, parce qu'on aura tenté de les serviser depuis 1918. Tito, de 45 à 81 jusqu'à sa mort, il est mort en mai 80, quelque temps avant le référendum ici, en tout cas la même année que le même mois que le premier référendum québécois. À sa mort, là, le yard va pogner, naturellement, et les républiques vont se déclarer indépendantes une après l'autre. Il ne reste à la Yougoslavie, qui existe toujours formellement parlant, que la Serbie, le Kosovo, puis un autre, je pense que, non pas la Macédoine, mais il en reste un autre, tout petit.
Et là, le Kosovo est sortirant, il ne reste plus rien. Mais quand Milosevic prend le pouvoir en 1989, ça va durer quasiment 10 ans, cette folie-là, avec les guerres et tout. Là, lui, il va éliminer tous les droits de l'albanais. On ne pourra plus parler albanais, on ferme les écoles albanaises, on serbise tout le monde, si on peut dire, on tente de les faire changer de langue. Et ça va fouetter le sentiment national, voire nationaliste des Kosovars. Donc c'est pour ça, pour le Québec, et c'est pourquoi le Canada, vous savez, en tout cas, aux dernières nouvelles, on n'avait pas encore reconnu, c'est un cas de conscience extrêmement délicat, notamment quand le Premier ministre s'appelle Harper. Si c'était Trudeau ou Chrétien, il dirait non tout de suite. Ça ne les fatiguera pas, eux autres, de ne pas être du même bord que les Américains. Harper, c'est difficile pour lui de dire non à Jospin. C'est très, très difficile. Il ne peut pas nier sa politique. Et, mais le Canada est coincé. Non seulement parce que formellement parlant, c'est une sécession dont il est question, là. C'est contraire à la charte de l'ONU, ça. C'est une sécession dont il est question. Le Kosovo est une province de la Yougoslavie. Une province habitée par un peuple, cependant. Comme le Québec. Ce que vous venez de dire, c'est contraire à l'ONU, hein? Oui. La sécession est défendue par l'ONU. Bon, mais nous autres, c'est ce qu'on ferait. Si on c'est ce qu'on ferait. Puis on a... La chose de l'ONU qui dit que chaque peuple doit s'autodéterminer, là. Bon, mais dans un livre, c'est le livre de l'Anglais qui disait ça. Cette affaire-là, qu'ils ont droit de la autodétermination, c'est juste pour les peuples qui étaient colonisés. Oui, tout à fait. C'est ce qui... Là, on ne peut pas se servir de ça. C'était ce que Guy Bertrand a dit pendant 10 ans aussi, et il a changé son avis depuis. Mais beaucoup estiment que puisqu'on ne peut pas démontrer qu'on est un peuple colonisé, on n'aurait pas le droit de faire sécession. Parce que selon l'ONU, la sécession est interdite. L'ONU garantit les frontières de tous les pays membres, comme le Canada, comme la Belgique, comme la Yougoslavie. Cependant, ce que nous avons toujours prétendu, c'est que le droit des peuples avait préséance là-dessus. Et ce que les indépendantistes québécois. On a toujours dit que ce qui était important au niveau de l'indépendance des peuples, c'était ce droit-là qui avait préséance sur tout autre droit, et c'était surtout la reconnaissance des autres peuples. On a toujours dit que nous soyons dans notre droit ou dans notre tort. Le droit international est ainsi fait que lorsqu'un État est reconnu par d'autres, il existe au plan international. Et c'est ce que nous avons toujours prétendu, et c'est ce que le Kosovo est en train de démontrer. Sur papier, le Kosovo ne peut pas avoir raison. C'est la Serbie puis la Russie qui ont raison sur papier. Dans les faits, toujours la grande distinction entre le de jure et le de facto, et là-dessus, les Anglais, c'est pour ça que le Canada, nous avons toujours dit qu'ils avaient tort de nous dire ça. Parce que la tradition britannique, elle, différemment de la tradition française, c'est le de facto qui compte. C'est-à-dire? Le fait. Le fait. C'est fait pour les Britanniques. Oui, c'est fait, c'est correct. C'est pour ça que les premiers indépendantistes disaient toujours, ne vous embarrassez pas de rien, faisons-la, ils vont la connaître. La démocratie anglaise est basée sur le fait, non pas sur le droit. Il n'y en a pas de constitution anglaise. Il n'y a rien d'écrit. Ils n'en ont jamais voulu. Puis, des fois, la pratique nous montre qu'ils n'avaient pas entièrement tort. Ils n'en voulaient pas, eux autres. C'est ce qui arrive qui est légal. C'est fait, c'est fait. Vous savez, quand on dit conjoint de fait, conjoint de fait. N'empêche qu'ils s'organisent, que le fait s'accomplisse pas. Ah, ça oui. Ah, ça, bien sûr. Écoutez, je ne ferai pas ici de bénédiction des traditions britanniques, là. Non, non. Eux autres, c'est la loi du plus fort. En réalité, il
faudrait faire comme Darwin. Les plus habiles. Il faut être plus habile qu'eux. Ils vont connaître l'habileté. Si nous les mettons, d'ailleurs, l'Irlande, s'il y a une république d'Irlande qui existe depuis 1917, c'est parce qu'ils ont mis devant un fait accompli. En 1917, les Irlandais ont voté comme un parti comme le Bloc québécois. C'était le parti irlandais, je ne me souviens pas de son nom, le parti républicain, quoi que ce soit. Il a été élu partout. Puis eux autres, ils ont dit, nous autres, on ne siège pas à Londres. Ils se sont ramassés à Dublin d'une salle, ils ont dit, nous autres, c'est ici qu'on siège, qu'on déclare l'indépendance. 2 jours après, l'Angleterre connaissait l'indépendance de l'Irlande. Comment se fait que l'Écosse, habillez-moi bien ça? Ah, parce qu'ils ne s'entendent pas encore, eux autres, c'est ce qu'ils veulent faire. Le jour qu'ils vont s'entendre, ils vont le faire. La journée qu'ils vont s'entendre, ils vont procéder. Mais là, ils ne s'entendent pas encore. Quand ils vont décider... D'ailleurs, c'était j'allais dire, ça m'a pris plus de 10 ans à comprendre le génie de Jacques Parizeau sur ce point-là. M. Parizeau, une semaine avant le référendum de 95, un soir, il a dit 2 choses. 2 choses qui, à l'époque, m'ont bien choqué, disons pendant 20 minutes. Puis après ça, j'ai dit, c'est pas à moi qui parle. Il avait mon vote. Il dit, écoutez, on pourra garder le passeport canadien, un petit peu de affaire. Puis ensuite, il dit, on pourra même rester dans le Commonwealth. Ah ben là, c'est pire. Plus je réfléchis, plus je considère qu'il avait raison. En restant dans le Commonwealth, en disant à la reine, on ne te met pas dehors, on fait juste changer de statut, on changera dans 5 ans, c'est pas grave ça. Il y en a des républiques dans le Commonwealth. Les Indes, c'est une république, ils sont membres du Commonwealth. Elle n'est pas reine du Commonwealth, elle est chef. C'est juste symbolique. Donc, je ne veux pas défendre ce point-là particulièrement, je veux simplement dire la tradition britannique, elle se plie devant les faits. C'est jamais une question de droit. Ils vont l'invoquer, le droit. Ils vont tout faire. Mais devant le fait, ils vont s'effondrer. Le Canada, c'est un système britannique. Oui. Ils vont faire pareil. Quand le moment venu, là, on va prendre une petite pause. On continue dans l'écart. C'est tellement vrai qu'au moment où il y a eu la guerre entre l'Argentine et l'Angleterre, Les Falklands. on a super appris que si les Argentins avaient tenu que 48 ans, l'Angleterre s'apprêtait déjà à céder. Rappelez-vous les fameux... Oui. Ils s'apprêtaient à reconnaître ça. Sans le savoir, les Argentins ont cédé. On va revenir après, parce que je veux que ça soit enregistré, parce qu'ils vont tout mettre ça sur Internet. C'est fondamental dans la pensée anglaise. Et c'est même difficile pour nous de la concevoir. Nous sommes d'une autre mentalité. Tu sais, nous autres, c'est écris-moi ça sur un papier, puis marque-moi ça, puis c'est l'article B, c'est... Les autres, ils ne sont pas comme ça. Ils vont tout envoyer ça du revers de la main. Dans les conseils municipaux et dans les commissions scolaires, ils arrivent toujours, ils sont pratiques, les Anglais, il faut leur donner ça. Ils arrivent, comme tous les règlements, ils arrivent dans telle chose, puis on accepte, justement. On accepte. Oui. C'est dans leur mentalité. Ils sont faits de même. Alors que nous autres, on estime. Parce que sentir Mais l'accommodement, c'est céder une partie de quelque chose que je pourrais tenir et à laquelle je devrais tenir au fond. Je vais céder sur toutes sortes de raisons que je fais. Bon, OK? Le problème, c'est pas à l'intérieur de ces concepts-là, c'est que quand on accepte de pratiquer la tolérance, tu dénies celui qui est différent. Tu sais, quand on accepte la différence, moi, ça me dérange pas trop, mais dans les faits, c'est qu'on... C'est affirmé que lui... Et en plus, on ne tient pas compte de lui, on ne prend pas comme tel dans notre collègue, on lui dit, tu peux être à côté de moi, et c'est ça qui crée la tension. Les problèmes sociaux. On les accepte différents, mais on ne règle pas les problèmes tout seuls. Oui, c'est bien. On va recommencer. Les Canadiens français assimilés dans les provinces sont tolérants, sont accommodants en réalité à leur détriment. Ah, c'est ça.
Il ne viendrait pas. Il y a une sorte de pression. Là. Ah, vous voyez ça? OK, on continue. Oui. Très bien. Donc, là, il y a une distinction très nette entre le de jure, le de droit, puis le de facto, qui est de fait. Le jure, c'est la lettre de la loi. Le de facto, c'est le fait. Dans le système britannique, ça l'emporte sur le droit. En un certain sens, quand on parle de la jurisprudence dans les tribunaux, devant les tribunaux, puis qu'on dit que la jurisprudence crée des nouveaux droits, c'est-à-dire si la loi dit « t'as volé une pomme, tu fais 2 ans de prison ». En France, aux États-Unis, si t'as volé une pomme, tu vas faire 2 ans de prison. Au Canada, puis en Angleterre, parce que le Canada est plus anglais que les États-Unis dans son droit, puis dans la pratique des jugements, les Américains élisent plusieurs de leurs juges. Ce qui ne se fait pas en Angleterre, puis ce qui ne se fait pas au Canada. Quand on vote pour des députés aux États-Unis, on vote aussi pour des juges la même journée. Les juges sont élus. C'est assez... pour ça qu'ils sont plus sévères d'ailleurs. Parce qu'ils n'éliront pas, c'est assez facile à comprendre, les plus cléments des juges. Si vous demandez au peuple, êtes-vous pour la peine de mort, même ici, ils vont dire oui. Cependant, à la longue, on se dit non, ça serait exagéré, il ne faut pas punir par la même chose qui est faite, bon, et ainsi de suite. Chez nous, la loi va dire si tu voles une pomme, tu fais 2 ans, mais s'il y a un juge à Yellowknife qui a dit dans un jugement, t'as volé une pomme, mais tu ne fais pas 2 ans, tu vas faire 3 jours, il a le droit de le dire. Ben moi, je vais aller en cour à Ville-la-Salle, puis je vais dire, il y a un juge de Yellowknife qui a eu la même chose, la même pomme, à la même heure, dans un commerce semblable, puis il y a eu 3 jours. Le juge de Ville-la-Salle est tenu d'y donner 3 jours. La jurisprudence, d'ailleurs, c'est ça le précédent. Ce qui inquiète là, la Russie, parce qu'elle en a 10-12 républiques là, qui veulent devenir indépendantes. Là. Ce qui inquiète la Russie et l'Espagne, avec la Catalogne et le Pays Basque, mais qui n'inquiète pas la France. Parce que la France, dans sa loi, c'est marqué que la République est une et indivise. C'est marqué dans la loi. Vote ce que tu veux, c'est marqué. Donc les Bretons, les Corses, ça ne leur fait pas peur. La République est une et indivise. Dans tous les pays anglo-saxons, ce n'est pas inscrit. Il n'y en a pas de constitution écrite. Il n'y a pas de constitution écrite en Angleterre. Mais quand Trudeau donne une constitution au Canada, c'est un geste français qu'il pose. C'est pas un geste anglais. Les Anglais, ils n'en ont pas. Ils ont une Magna Carta qui existe depuis des siècles et des siècles, mais qui n'est pas écrite. On l'appelle la Grande Charte, mais il n'y a pas un mot d'écrit là-dessus. C'est une entente de droit qu'on se véhicule par tradition de génération en génération. Donc, quand certains pays s'inquiètent du précédent Kosovo, ils s'inquiètent du précédent que ça pourrait causer. C'est pour ça d'ailleurs, dans une des résolutions de l'OTAN reprise par l'ONU, puis que vous allez entendre beaucoup dans les prochains jours, la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo ne crée pas de précédent. Mais ça, même s'ils l'écrivent, ça en crée un. Ça en est un. Il y a toujours un peuple qui va se lever et qui va dire on fait comme le Kosovo. Ou même le Québec, on fait plus que le Kosovo, nous autres, c'est un vote du Parlement, disons. Je le répète, l'indépendance d'hier a été déclarée avant le vote du Parlement. Non seulement il n'y a pas eu de référendum, l'indépendance ne s'appuie pas sur un vote du Parlement.
C'est le premier ministre qui l'a déclaré, puis le premier ministre est chef du parti politique, il a eu 35% des votes. La Constitution est pas faite. Non, ils vont en faire une. Ça, c'est Il jamais va falloir qu'ils marquent dedans que le Kosovo est indivisible. Probablement qu'ils vont faire parce que eux, il y a... Au Québec, il faudrait qu'on le marque, là, son externe. Ah, faudra le marquer. Par Je contre, ne comprends pas que Trudeau l'ait pas marqué. Effectivement. Effectivement. qu'est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de cette logique maudite qu'Harper les fait. Il dit, je vous reconnais comme peuple, alors qu'il va de côté de dans le peuple invite. Le de facto, il n'existe pas. Il peut faire plaisir, vous en envoyer, vous faire gonfler la poitrine, nous sommes indépendants, amusez-vous. En pratique, ça vous donne 600. Ça donne rien. Cependant, la différence entre Harper et Dion, par exemple, Oui, c'est qu'au moins, Harper, lui, il a voté contre la loi sur la clarté. Puis son parti a toujours dit que 50% plus 1, lui, il le connaissait comme une majorité pour faire l'indépendance. Entrepris dans la Québec. Ben, vois-tu, là, Dion demande, dans ce que là, il demande un peu d'accepter de prendre le Kosovo. Ah, mais Trudeau, lui, il était favorable à l'indépendance de l'Algérie en 1962. Puis les indépendantistes québécois lui disaient, vous êtes favorable à l'indépendance d'Algérie, mais vous ne voulez rien savoir de celle du Québec. Soyez logique, décidez-vous. Donc, vous savez, pour ça qu'en régime britannique, on peut changer d'idée. Les idées ne comptent pas. C'est l'intérêt immédiat qui compte. Ils ont compris ça depuis longtemps. Pour nous, les Québécois, même si on était très français de culture, nous sommes très anglais de mentalité politique. Nous aussi, nous sommes beaucoup comme ça. Et c'est pour ça qu'on se dit, qu'on a raison d'ailleurs de le dire, la journée qu'on se pensera indépendant, c'est-à-dire la journée, nous autres, on a dit c'est à 50% plus 1, mais la journée que nous, là, on dira, bon, mais c'est correct, on l'est, ben, on va l'être. On a raison de penser ainsi. Parce que le fait a préséance sur le droit. C'est le fait qui compte. Vous savez, quand je donnais l'exemple tout à l'heure, autrefois, on aurait dit ça il y a 50 ans, conjoint de fait. On ne disait pas ça, on disait à côté ou n'importe quoi. Mais aujourd'hui, conjoint de fait, ça a une valeur légale. Si vous habitez conjointement avec quelqu'un après un certain nombre d'années, 3 ans, c'est votre conjoint de fait. C'est pas légal dans toute l'aide de revenus, ça va, il y a beaucoup d'affaires, mais quand... Ah non, c'est jamais partout. Ah, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Naturellement. C'est jamais simple, ces choses-là. Mais le précédent du Kosovo, pour le Québec, est d'un intérêt extrêmement important. J'étais très heureux de voir M. Turpierre, au nom du Parti québécois, saluer cette indépendance. Très important pour nous. Ça n'arrive pas toutes les semaines, des indépendances de peuple. Il y en a 100, c'est le 194e pays sur la terre, le Kosovo. Mais vous allez voir, ça va débouler, là, puis je pense pas me tromper, là. Le plus difficile, c'est de partir. Dès l'instant que ça passe, vous allez voir ça que les pays musulmans ne voulaient pas être les premiers, mais vous allez voir ça, ils vont en tomber 40, là. La même journée, ils vont en tomber 40, là. De l'Indonésie à tous les pays arabes, ça va tomber, là, un après l'autre. Et c'est toujours ainsi. Nous, le Québec, ça va être la francophonie qui sera les premiers. Il y en a 60, là. Non, on n'attendra pas longtemps. Il y en a 60 dans la francophonie. Nous, c'est la francophonie qui va partir le bal. Quand la France va dire oui à l'indépendance du Québec, il y a 57 pays de la francophonie qui vont dire oui dans l'heure suivante. Parce que d'une part, il y a les grands de la terre qui interviennent les premiers. Puis dès qu'il y a un grand qui intervient, comme là, la France vient de rendre un grand service aux États-Unis. Parce que les États-Unis auraient pu être tout seuls, là, vous savez. Je vous le disais, mais je le répète parce que c'est très important, ceux qui critiquaient la présence du drapeau américain dans les rues de Pristina hier, George Bush, c'est le Charles de Gaulle des Kosovars. Il est allé chez eux, puis il leur a dit, vive le Kosovo libre, et faites votre indépendance, vous avez raison. Il leur a dit ça l'année passée.
George Bush, c'est le Charles de Gaulle des Kosovars. Donc, que des gens aient pris son drapeau hier pour le promener dans la rue, nous devons comprendre ça. Qu'ils aient pris le drapeau albanais, ils n'en ont pas de drapeau. Ils l'ont eu hier. Leur drapeau, ils leur ont sorti hier, là, sur le pont bleu, avec le Kosovo dessus, puis 6 étoiles. Les gens n'ont pas eu le temps de le faire. Il a été voté à 3 heures, puis ils se promenaient dans la rue depuis la veille. Donc, ils ont pris le drapeau albanais, qui les représente, d'ailleurs. Vous savez, toutes les années, les Serbes ont couru après leur propre malheur, d'ailleurs. C'est sûr qu'ils ont souffert eux aussi. Moi, je ne suis pas contre la Serbie, là. Je suis pour le Kosovo. Ça ne me rend pas un adversaire, un ennemi des Serbes. Loin de là, c'est un peuple fier, qui a une grande histoire, qui a joué un rôle important, puis qui, comme tous les autres peuples, qui a droit de vivre et ainsi de suite. Mais au Kosovo, ça n'a pas été drôle ce qu'ont fait les Serbes. Ils en ont expulsé 800 000 sur 1,5 million. Pardon? Vous parlez comme Jules XVII, quand il parle du Canada anglais, c'est un peuple fier, ils veulent leur pays. Exactement ce que vous voulez dire. Ben, c'est la vérité. Moi, je suis pour tous les peuples. pas obligé de le crier sur tout. Non, j'en dis moins, moi, chez les Anglais, mais j'ai été en grande discussion sur Internet hier avec des amis français et des Québécois qui se refusaient de reconnaître l'indépendance du Kosovo, puis ils débattaient, ils disaient que c'était une province de la Serbie, puis c'était de la sécession, puis un jour, ils vont se revirer, ça va jouer contre vous autres, puis ainsi de suite. J'ai répondu, écoutez, moi je suis allé à l'école de François le Béranger, Richard Arès et Rosaire Morin. Je suis un ami de tous les peuples. Et tous les peuples ont droit à leur indépendance. Les petits, les gros, les riches, les laids, les beaux. Nous autres, on est pour tous les peuples. En tout cas, moi, je suis un nationaliste. Moi, un peuple qui veut son indépendance, je l'appuie. Puis, parce que j'ai dit, oubliez pas que quand ça va être notre tour, là, des lettres comme les vôtres, ils vont en avoir. Ils vont dire, oh, les Québécois, non, donnez-leur pas, sont à côté des Américains, ils ont tous, qu'est-ce que ça donne, ils vont en avoir. Donc, faut pas s'opposer, il faut appuyer. Puis ça s'inscrit, l'indépendance du Kosovo, c'est pour ça que j'étais très heureux même d'en parler ce soir, ça s'inscrit dans ces dépendances de la décolonisation. Eux, là, ils vont se déserbiser. Ça va leur prendre du temps, là. Ils vont se déserbiser. La première université du Kosovo, elle date de 1968. C'est récent, ça, là. Oui, 40 ans. Avant ça, c'était des sous-hommes. Donc, c'est un peuple qui a beaucoup été privé de ses droits. Beaucoup. Puis, de nombreux Kosovars actuels étaient des Serbes il y a 5 siècles. Comme 30 millions des Américains sont des Canadiens français d'origine, si vous voulez. Donc, beaucoup de Serbes ont été albanisés entre 1389 et 1918, lorsque l'Empire ottoman, puis la Turquie, mais l'Empire ottoman s'est approprié cette région que les Serbes, où la Serbie est née, en fait, je le disais tout à l'heure, la Serbie naît au Kosovo. Mais ils vont s'en aller de là très rapidement, puis ils vont développer ailleurs. Mais ils sont attachés. Je disais à la personne, c'est comme si nous réclamions Détroit. Nous autres, on pourrait réclamer, si on se base sur la logique des Serbes, on pourrait réclamer la moitié des États-Unis, puis tout l'Ouest canadien, puis les maritimes. Faut pas juste découvrir un endroit, faut pas juste s'y installer, il faut le développer, puis il faut en prendre possession, puis se l'approprier. Sinon, le Québec appartiendrait aux Amérindiens, pas aux Québécois, si on suit la logique serbe. Mais ils sont très attachés, puis il faut dire que les souffrances de part et d'autre, les Kosovars ont fait endurer des affaires épouvantables aux Serbes. Vous savez, c'est un pays où il s'est passé, il y a un des chefs, un des pères de l'indépendance d'ailleurs, qui n'est pas là aujourd'hui, il est à La Haye devant le tribunal, la même chose que Milosevic, pour des actes inhumains, crimes contre l'humanité qui ont été commis lors de cette guerre épouvantable, qui est la guerre du Kosovo, et ainsi de suite. Mais ils y ont goûté, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours? Il semblerait que si un membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a un droit de veto, s'en sert, le pays ne peut pas devenir membre de l'ONU.
pour ça qu'on dit que Taïwan n'est pas membre de l'ONU, parce que la Chine s'est opposée. Donc la Russie va sûrement s'opposer. Donc, les problèmes ne font que commencer pour le Kosovo. Mais j'ai envie de dire, en terminant, que ce sont de beaux problèmes. Vous savez, un peu comme nous. Nous aurons des problèmes quand nous ferons l'indépendance. J'ai pas dit si nous faisons, quand nous ferons. Vous savez la fameuse phrase de René Lévesque, en attendant de parler de l'indépendance au présent, parlons-en toujours au futur et jamais plus au conditionnel. C'est vrai que c'est une belle habitude mentale à prendre. Si on est indépendant, il faut arrêter de dire ça. Quand on sera indépendant, nous aurons d'immenses problèmes, mais des beaux problèmes. C'est ça la force de quelqu'un, d'une collectivité. Elle a la force d'affronter, de ne pas avoir peur des problèmes. Si je recule, je tolère, je m'accommode, et justement, je manquais d'avoir des problèmes. Tout à fait. Puis dans les prochains jours, je vous invite à suivre ce que va faire le Canada. Que fera le Canada et quand le fera-t-il? Je peux vous demander de répéter la phrase que ce qui se passe au Kosovo n'est pas un précédent. Vous avez expliqué. C'est un précédent. C'est un précédent, mais quel est le contexte? Le contexte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de référendum. Il n'y a pas eu de vote du Parlement. L'indépendance, quand on écrira l'histoire du Kosovo dans 100 ans, puis qu'on parlera de la déclaration d'indépendance, ça a été la lecture d'un texte par le premier ministre, chef d'un gouvernement dont le parti a obtenu 35% des votes aux élections. C'est lui qui a déclaré l'indépendance. Ensuite, elle a été entérinée par l'Assemblée nationale, sans référendum, et immédiatement, dans les 24 heures suivantes, des peuples ont commencé à reconnaître ce nouveau pays. Donc, ça veut dire, quand on nous dit, par exemple, et là, je ne me ferai pas que des amis, et je ne dis pas que je souhaite ça, mais ceux qui nous disent qu'on peut faire l'indépendance sans référendum, nous en avons eu la preuve hier à Pristina. Bonne semaine. C'est ce qu'on dit depuis longtemps. Hein? Oui. Mais c'est pas à mode chez Pékis, faut pas dire ça. Vous êtes-vous dépêché cette semaine là, à étudier ce qui se passe à Serbie? Oui. Oui. Pour moi d'abord. C'est très bien préparé. Ah oui, je vous remercie parce que c'est vraiment tout nouveau pour moi. Là, cependant, je pensais à ça. Je pourrais peut-être faire. J'ai 25 pages sur Internet que j'ai prises. J'ai trouvé bien des affaires. Hein. Je veux dire, mais je connaissais rien. Vous vous dites bien franchement là. Il y a 3-4 jours, je savais rien de ce pays-là. Parce qu'on a eu dans le temps de la circuit avec la Croatie et le Kosovo, et qui étaient, ça roulait ensemble, on a eu longtemps. Oui. Tout à fait. On avait tout le temps ça à la télévision. Oui. Mais l'histoire comme telle, je ne la connaissais pas. Moi, l'histoire, tu sais que ça remontait, là, ça avait été 6 siècles. Je ne savais pas. Moi, je pensais que les Serbes, la manière que ça parlait, là, je pensais vraiment que ça appartenait aux Serbes. Non, c'est les Albanais. Alors, c'est récent. C'était 6 siècles avec l'Albanie. Avant que la Palestine, les Palestiniens, occupent une part importante de la façade mondiale, il ne faut pas oublier que c'était les Balkans. Vous vous souvenez, on parlait de Balkans. Le Dodécanèse, c'est des Balkans. Ça a toujours été des lieux de trouble. Aujourd'hui, on parle du Moyen-Orient, mais ça a toujours été des lieux de trouble. La guerre de 14 à part là. Oui, d'ailleurs, on parle de balkanisation des pays. Oui. Ça tient de là. C'est tout éclaté. La semaine prochaine, on va continuer dans des colonisations. On devrait voir certains pays, là, parce que c'est notre dernière semaine sur les colonisations. Mais il peut se passer quelque chose d'ici la semaine prochaine. Donc, on va sûrement parler du Kosovo quelques minutes parce que je ne peux pas passer ça sous silence. C'est trop lié à nos affaires. Tu sais, les pays vont tomber et vous allez voir, quand un pays va le reconnaître, là, demandez-vous toujours pourquoi il fait ça. Il y a une raison pour chacun d'entre eux. Ça ne sera pas long, avec le paquet, déjà, c'était après-midi, là, quand ça a sorti sur le talent, le paquet de pays qui ont reconnu, c'est des puissances qu'ils ont reconnues, là, qui ont reconnu le Kosovo. Quand tu prends l'Allemagne, les États-Unis, la France, l'Italie, le Royaume-Uni,
Christ, ça commence à être des puissances. Le Vatican, d'habitude, sont très vite. Le Vatican sont de bonne heure. On doit vite ça. Peut-être parce que c'est musulman, mais ils vont le faire. Mais là, si j'ai bien compris, j'ai pas entendu un pays musulman. Ils ne devaient pas vouloir être les premiers à le faire. Probablement. Eux autres, ben, c'est ça, ils disaient, ben, il ne voulait pas être les Pour premiers. ne pas montrer, tu sais. C'est ça, qui accepte de blesser de Oui, oui, mais là, ils vont sortir en paquet. Oui, oui, là, ils vont sortir en paquet. Là. Vous allez donner ça à votre frère? Ah, c'est le frère là-bas. Oui, oui, oui.